Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux? Informe-toi surtout sur lehockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Tout sur lehockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25 $ sur ta prochaine facture. ebox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com/TSLH podcast. Bon podcast! Présentation de toutsurlehockey.com. « 2 septembre 2024, salutations aux membres Patreon qui sont avec nous en direct pour l'enregistrement de ce podcast. Le TSLH podcast est en mode quatuor pour cet épisode. Habituellement, on est avec les boys du TSLH Espoir. Pour cet épisode, on est rejoint de Thomas Lavoie des Eagles du Cap-Breton et d'Alex Régimbal, producteur au contenu de la LHJMQ. Pourquoi on reçoit Alex et Thomas dans le podcast? Vous avez sûrement vu passer le documentaire dans les coulisses du repêchage de la LHJMQ, en fait, pour la Ligue nationale de hockey, qui mettait en vedette Thomas Lavoie, choix des no-names. Il n'y a comme pas de nom encore, mais le choix de l'équipe de Utah dans la Ligue nationale de hockey. Thomas, premièrement, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être sur le podcast avec nous autres. J'imagine que l'émotion doit être un petit peu retombée là, depuis ta sélection au repêchage de la Ligue nationale. Oui, c'est sûr. Ça fait déjà. Ça passe vite. Là, ça fait déjà 2 mois que c'était 2, quasiment 3 déjà. Honnêtement, tu demanderas à Alex pendant qu'on filmait le reportage, puis il me posait souvent, t'étais stressé, le stress est comment? Ça n'a jamais été un stress pour moi. C'est vraiment arrivé, c'est arrivé. Puis après ça, j'étais allé au Utah pour une semaine, puis j'étais même pas stressé. Moi, je vis le jour, je pense pas à la semaine prochaine. Fait que ça a bien été, puis je suis vraiment content. Ouais, ça se sentait dans le documentaire que tu accueillais un peu cette nouvelle-là avec humilité, puis on l'a senti un peu dans ton milieu familial. Puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, Alex. Tu étais en arrière de la caméra. Premièrement, félicitations pour le travail. Il y a de très, très gros ouvrage derrière ça. Parle-nous de cet ouvrage-là. Combien d'heures? Premièrement, moi, je suis curieux de savoir combien d'heures tu mets pour faire ce montage-là. Puis deuxièmement, comment tu as senti justement l'émotion derrière la caméra de ce moment-là? Combien d'heures? Il y a plusieurs questions. Première des choses, je vais te dire merci pour les bons mots. Ça me fait toujours bien plaisir quand ça vient des vrais fans de hockey, puis je sais que vous en êtes. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui écoute autant de hockey que Pascal, toi, puis une couple d'autres là, au Québec, là, mais dans votre équipe, puis vous faites une super bonne job, les gars, là, honnêtement, vous savez, là, je vous l'ai dit hors d'onde plein de fois, fait que ça me fait plaisir de le dire. Combien d'heures? Je ne sais pas. J'essaie de ne pas le compter. Là. Je dis toujours c'est autour d'une centaine d'heures, mais ça n'inclut pas vraiment le tournage, la préparation.
Juste monter, j'ai toujours une bonne idée de ce que je veux faire au départ parce que j'ai parlé aux parents, j'ai parlé à Tom. Avant, j'ai déjà une bonne idée de l'histoire que je vais raconter, mais des fois, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent, puis ça change un peu l'histoire. Fait que, je dirais, il y a des blocs là, qui étaient pas mal plus loin dans le documentaire au départ, puis que j'ai rechangé, puis il y a plein d'affaires que j'aurais pu commencer avec, puis finalement, j'ai décidé de commencer de la façon dont j'ai commencé, mais je ne sais pas, peut-être 100, quelque part entre 100 et 150 heures, là, mais c'est difficile à dire. Là, je ne veux même pas le compter. Là. Mais c'est des gros projets, mais c'est vraiment trippant à faire. Par contre, puis travailler avec des gars comme Tom, c'était vraiment, vraiment facile. Dans les années passées aussi, là, quand on a travaillé avec des gars comme Jacob Pelletier ou Nathan Gaucher, par exemple, ou Ethan Gauthier, là, ça a vraiment été le fun. Puis Spencer Gill aussi qui s'en vient. Il y en a un autre qui s'en vient pour cette année, qu'on va probablement sortir autour de Noël, là, pour se donner un petit break, mais non. Puis pour répondre à ta question sur l'émotion, ben, tu sais, Tom, il n'y a rien qui le dérange. Tu sais, pre-game, il relaxe. Vous pourriez sur le bord du banc à côté de lui, puis probablement qu'il pourrait jaser avec toutes les femmes, ça ne le dérangerait pas. Puis dès que la puck elle tombe sur la glace, Tom, tu sais, c'est pas le gars le plus émotif, mettons, là, mais dans sa famille, tu le sens. Tu sais, sa mère aussi, puis je pense qu'on le voit bien dans le documentaire aussi, un peu comment ils sont pris par l'émotion, autant avant que pendant. Là, fait que non, c'est des projets vraiment, vraiment le fun à faire. Puis, tu sais, je me sens vraiment privilégié de pouvoir avoir un accès avec ces athlètes-là. Puis, tu sais, j'aurai peut-être des anecdotes un peu plus tard pour vous, comment ça s'est passé, en tout cas, la dernière journée d'entrevue avec Tom. Il va se souvenir que j'ai eu chaud cette journée-là. Ouais. Mais c'est vraiment des projets le fun à faire. Puis, je suis content que vous ayez apprécié le projet. Oui, puis dans les entrevues, comme tu disais, ça transparaissait au niveau de l'aspect mental, comment gérer la pression et tout. Puis le niveau d'émotion aussi, quand justement ta mère, Thomas, parlait que tu allais te porter au Cap-Breton, tu parlais pas anglais, c'était le premier choix, un défenseur. Puis que le chemin du retour, tu sais, c'était très émotif pour elle. Puis que toi, ben, tu sais, t'avais l'air à être bien. T'as-tu toujours été comme ça ou ça s'est appris au travers des années que t'as juste pas développé, mais renforcé cet aspect mental-là? Non, honnêtement, je pense que ça a tout le temps été un de mes forts, là, l'aspect mental, honnêtement. C'est pas grand-chose qui me dérange. Puis, oui, c'était tough, par exemple, de voir ma mère partir première année quand elle est venue me porter. Je quitte le noyau familial pour la première fois à 16 ans, dans un milieu inconnu qui parle juste anglais. C'était tough à 16 ans, honnêtement. Ça m'a pris, honnêtement, un mois. Après ça, j'étais pas mal plus à l'aise. Ma famille de pension qui est incroyable ici, que ma mère de pension, elle parle un peu le français, fait qu'au début, elle était là pour m'aider. Après ça, c'est vraiment l'anglais qui est embarqué, puis j'étais quasiment rendu bilingue à la fin de l'année, puis à la deuxième année, l'année passée, c'est là que j'ai appris le plus encore, puis je suis quasiment prêt à dire que je suis parfaitement bilingue. Le cheminement, c'est très bien fait, par exemple, puis je suis content pour ça, là. C'était-tu difficile, Thomas, de justement, tu sais, t'es repêché, premier dans la LHJMQ, t'arrives dans un endroit que tu connais vraiment pas, tu sais, dans le fond, de ce qu'on peut comprendre du documentaire, c'était quasiment, c'est où ça, le Cap-Breton, là, tu sais. C'est-tu difficile de devoir jongler justement entre tes objectifs personnels, les objectifs de l'équipe, mais aussi toute cette adaptation-là? Honnêtement, oui, ça a été vraiment de jongler avec tout ça première année. Objectif personnel, c'est au début de l'année, j'étais à 16 ans, premier choix. Le monde, ils ont beaucoup d'attentes en mon égard aussi. Ils pensent que je suis le prochain Karl Macker qui va venir scorer 15 buts, qui va faire 50 points, qui va jouer partout. Mais il faut revenir sur terre, réalité. Puis, moi, mon objectif personnel, c'était juste d'avoir une bonne première impression. Ma première année dans la GMQ, mais deuxième année, j'ai appris, on a un nouveau changement. Coach Louis il est là encore plus pour m'aider, me pousser, il y a une grande amélioration. Fait que j'ai tout le temps jonglé un peu avec objectifs personnels puis objectifs de l'équipe, mais honnêtement, moi, mes objectifs personnels vont passer après eux de l'équipe. Eux de l'équipe vont toujours passer avant. C'est toujours l'équipe avant moi. Mon dos, je ne joue pas pour le nom en arrière de mon chandail, c'est pour le logo en avant. Fait que, depuis les 2 dernières années, puis même cette année, ça va être la même chose. Je ne changerai pas parce que j'ai été drafté dans la Ligue nationale. Je ne serai pas une nouvelle personne. Je vais rester terre à terre, unanime. Puis, honnêtement, on va continuer et on va avancer là-dedans. À ton année de repêchage dans la LHJMQ, tu disais, de ce que j'ai lu, de ce que tu avais dit dans les entrevues, tu disais que tu étais un défenseur offensif qui était capable de jouer défensivement. Puis là, maintenant, c'est
pas ça pantoute. Dans le fond, c'est vraiment défensif robuste, qui est capable quand même de sortir la rondelle et tout. C'est quand est-ce que le switch est fait dans ton discours un peu plus, là? Ben honnêtement, ça s'est changé un peu l'année passée. Début d'année à Noël, avec Louis qui est rentré, qu'on a parlé, on a été terre à terre, il a été terre à terre avec moi, qui m'a dit la réalité, les faits, tout. Tu sais, honnêtement, moi, quand je suis sorti de mon année Midget 3, puis je me suis fait repêcher, tu sais, Midget 3, j'ai une bonne saison offensive, je n'étais pas vraiment axé sur la défensive. Tu sais, je jouais sur le premier powerplay Midget 3, fait que, tu sais, je rentre dans la GMQ, je dis, Kim, je vais peut-être continuer à être un gars offensif. La première année, ça marchait pas. J'ai pas peur de cacher mes stats, que je finis moins 39, le pire probablement dans la ligue première année. Honnêtement, ça a été de l'apprentissage pour moi, mais quand tu joues contre les premiers trios à 16 ans, contre Sherbrooke, Gatineau, Halifax, Québec, que tu as dans ta première année, qui étaient quatre clubs extrêmement boostés, honnêtement, moi, je l'ai bien pris. Ça m'a permis de m'améliorer parce que quand tu joues contre les meilleurs, tu t'améliores. Puis j'ai amené ça dans ma deuxième saison l'année passée avec Louis, que là, il m'a dit, tu sais, au prochain niveau, tu te vois comment? Fait que là, au début de l'année, je m'assieds avec, je dis ça. Lui, il me dit, la réalité, c'est que tu vas être un joueur défensif, tu vas être robuste, tu vas manger des minutes, des grosses minutes, puis tu vas bloquer des shots. Puis là, j'ai comme amélioré ma game avec ça. Ça a beaucoup mieux été à la fin de la saison, de Noël à la fin de saison contre Bécomo. Je pense que j'ai vraiment amélioré ma game comme ça, puis je vais continuer pour l'année prochaine aussi, là. Mais il y a quand même une pas pire shot, les boys. Je ne sais pas si vous l'avez Oui. déjà vu, sa shot. C'est pas une net. Il y a vraiment une pas pire shot. Puis, tu sais, je ne vais pas te mettre de la pression, là, Tom, là, loin de là. Mais, tu sais, quand je regarde les stats d'un gars, par exemple, comme Maverick Lamoureux, là, tu sais, c'est quand même, ça se compare là, relativement aux 2 saisons. Là, sans dire que tu vas devenir un Maverick. Là, vous êtes pas nécessairement le même style sur la glace, mais c'est pour dire que des fois, ça peut débloquer offensivement un peu plus tard là, pour certains joueurs. Ouais, non, ça c'est sûr. Puis, tu sais, je parle beaucoup de la défensive. J'en mets beaucoup sur la défensive, mais ça ne m'enlève pas que j'ai quand même, honnêtement, c'est des bonnes touches offensives. Je suis capable d'amener des bons lancers au filet. Je suis capable de jouer en offensive, mais mon jeu va être plus basé sur la défensive. J'aime que tu amènes le point, Alex, pour le tir frappé. Parce que il y a une bonne garnotte. Il y en a une bonne. Moi, je tiens juste à le dire dans le podcast pour garder des traces et tout, mais c'est déjà écrit dans un texte. Repêchage 2024, mon top 5 des meilleurs tirs frappés, Thomas Lavoie est au 2e rang. Merci, j'apprécie. Hors d'onde, là, tantôt, il y a des gens dans le podcast qui me disaient qu'ils t'avaient classé plus haut. C'est peut-être que c'est eux qui avaient raison. Peut-être que je l'avais 41 dans ma liste. Mais il y a une façon aussi de créer de l'offensive avec un bon shot. Ça crée du chaos. Ça mène quand tu es capable de repérer une de passe aussi, il n'y a pas de problème. Fait que je pense aussi que ça va finir par augmenter. Puis, comme tu dis, de voir le genre de ta ligne, ton chemin vers la nationale, qu'est-ce que ça va être? Ça aide sûrement justement à solidifier des bases pour après ça travailler sur d'autres choses. Fait que Louis Robitaille, je crois que est un excellent entraîneur dans la LHJMQ pour développer des pros. Donc, tu sais, avec Luno, Warren et tout, là, fait que je pense que tu dois être en bonne main, mettons. Oui. C'est-tu prévu, mettons, tu sais, là, tu vas être à ta 3e saison dans la LHJMQ, si je ne me trompe pas. C'est-tu dans les plans, mettons, de maintenant que la base est installée, de peut-être plus focusser sur l'aspect offensif pour redevenir un petit peu plus le défenseur que tu te voyais Midget 3 ou on maintient encore la ligne directrice de l'année passée? Honnêtement, on va maintenir la ligne de l'année passée. C'est pas changer ma game. Vraiment, je me suis amélioré vraiment d'un bon cran l'année passée en améliorant ma game défensive. Puis cette année, on va juste encore plus devenir meilleur dans ce que je fais déjà de bon. On va essayer d'être presque parfait. Puis après ça, honnêtement, si je joue bien défensivement, l'offensive va venir. Ouais. Mais la meilleure attaque, c'est la défensive, comme on dit. Là. Fait que si je défends fort, après ça, je vais avoir les chances offensivement. Fait que on va continuer sa défensive. C'est pas faux. Pour faire l'offensive, il faut que la rondelle la sorte. Oui. Effectivement. Parlons repêchage maintenant. Dans le documentaire, là, il y a eu une couple d'anecdotes qui ont été soulevées. Je pense qu'Alex aussi en avait une. Il nous a parlé en début d'émission qu'il y avait des anecdotes qui ont donné chaud. Mais moi, il y en a une qui m'a bien amusé, honnêtement. C'est quand, je crois que c'était ta mère qui expliquait que plus jeune, tu t'amusais à jouer comme si tu te faisais repêcher.
Là, il va falloir, Thomas, que tu m'expliques ça parce que honnêtement, j'ai trouvé ça très amusant. Puis, tu sais, ceux qui n'ont pas encore regardé le documentaire, je serais curieux de t'entendre sur ce jeu-là. Comment tu faisais ça? Honnêtement, tu sais, c'est à mon ancienne maison. J'étais dans le sous-sol, tu sais, je jouais au mini-hockey tranquillement. Puis mes parents descendaient des fois. Puis là, il y avait comme un petit podium. J'embarquais sur je pense que c'était une boîte ou une chaise, je me souviens pas. Puis là, ma mère ou ma grand-mère, mon grand-père, mon père rentraient. Puis là, les Canadiens de Montréal sont très fiers de sélectionner le numéro 4, parce que j'avais un numéro 4 parce que plus jeune, je regardais, je pense que c'était Vincent Lecavalier de Tampa Bay, mais numéro 4 avec un chandail du Canadien. Puis le gars, il annonçait mon nom, puis là, moi, j'arrivais tout content, je serrais la main à tout le monde, j'embarquais, prenais une photo, puis là, on le faisait à répétition. Puis ça a vraiment quelque chose qui a été marqué mon enfance de faire ça, puis je vais m'en souvenir pour toujours, là. Tu sais, ce Ben, qui est hot d'une histoire. Ah, excuse-moi, je ne vais pas te couper, ouais, Marc, pas mais en tout. ce qui est- J'allais juste rajouter que ça doit être hot de vivre ce moment-là que tu as préparé quand tu étais jeune. Tu sais. c'est ça que j'allais dire. Tu sais, ce qui est hot, puis tu sais, moi, je le vis à chaque année, tu sais, avec ces gars-là, puis je vois des gars repêcher à chaque année, mais tu sais, t'as combien de jeunes qui ont fait ce que Tom a fait dans son sous-sol, peut-être des milliers, des centaines de milliers, là. Mais ce qui est malade de cette histoire-là, c'est que Tom, ben, lui, avec quelques autres joueurs, une poignée de joueurs par année dans le monde, tu sais, il a entendu son nom par une équipe de la Ligue nationale. Puis c'est ça qui est malade, c'est de dire que Krim, lui, a rêvé à ça, puis qu'il est rendu à l'autre étape. Puis, tu sais, nous, on le vit, puis c'est presque banal d'une certaine manière parce qu'on vit des repêchages à chaque année. Vous autres aussi, c'est la même chose, mais il ne faut pas garder. Faut pas oublier qu'est-ce que ces gars-là font. Puis son père, il en parle dans le documentaire, c'est absolument exceptionnel. Qu'il joue dans la Ligue nationale après, c'est d'être repêché sur une poignée de joueurs par année dans le monde qui sont repêchés. Tu sais, c'est complètement fou. Ouais. Puis, tu sais, on le dit, là, il y a une poignée de joueurs qui sont recrutés à chaque année pour le repêchage de la Ligue nationale. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus, Thomas. Pendant la saison, comment on vit avec cette attention-là des recruteurs, les rencontres avec les équipes. Pendant une saison, tu as déjà beaucoup d'objectifs à atteindre, puis là, il y a ça qui se rajoute à ton année repêchage. Comment tu deals avec ça dans une saison? Je pense honnêtement, c'est pas de se mettre honnêtement de stress. Tu sais, mon père, je pense qu'il en parle un peu dans le repêchage. Là, je l'appelle, je dis je rencontre ici aujourd'hui, je vais rencontrer telle équipe demain. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment de dealer avec tout ça, pas se mettre de pression, puis pas penser qu'il faut que tu changes ta game parce que les autres sont dans les estrades. Tu sais, il y en a une qui est drôle, honnêtement, une petite anecdote, c'est Louis, on jouait à Drummondville, la game avant que je fasse 2 buts. Il m'a dit gros match à soir, la vie, ben des scouts des estrades. Fait que là, OK, crime, je me sens correct, là, tu sais, c'est comme une game comme les autres. Tu n'es jamais Ça- stressé, anyway. Tu ne dois pas être plus stressé c'est là. ça. J'ai jamais stressé vraiment. Je me suis préparé comme un autre game. Puis honnêtement, ça a donné cette game-là. J'ai fini avec 2 buts. Tu sais, c'était vraiment un peu hasard où j'ai vraiment bien joué, honnêtement, cette game-là. Mais tu sais, pour revenir à la question, c'est vraiment dealer puis pas de se mettre de stress. C'est pas parce que tu rencontres une équipe que tu es automatiquement repêché. C'est continuer à faire ce que tu fais de bien. Puis honnêtement, depuis que je suis jeune, c'est d'être accroché à ton rêve. Accroche-toi à ton rêve, puis ça va se réaliser. C'est ça qui est arrivé cette année, là. Mais tu Ouais, sais, puis, ouais, vas-y, ouais, vas-y. excusez-moi. Ce que j'allais dire, c'est que ce qui est bizarre de ces années-là pour ces joueurs-là, puis c'est ça que je me rends compte à force de côtoyer ces gars-là, c'est que tu as beau dire c'est une année comme les autres, mais à chaque jour, il y a quelqu'un qui te rappelle que c'est pas une Ouais. année comme les autres, que ce soit des scouts, que ce soit des entrevues, que ce soit ton coach, que ce soit ta mère, tes amis. Fait que, tu sais, même si sur la glace, tu es comme, ben oui, c'est une année comme les autres, c'est un match comme les autres, mais à tous les jours, il y a quelqu'un pour venir te le rappeler que c'est pas ça. Puis je suis sûr que c'est ça que tu as vécu, Tom, aussi toute l'année. Tu sais. Ah, sans aucun doute. Il y a toujours eu quelque chose à chaque jour. Il y a toujours eu cette affaire-là. Tu sais, une année, j'arrive en break, pas en break, mais comme 2, 3 jours de repos. Puis là, je reçois une invitation pour la game des prospects à Moncton. Bon, je suis comme une autre affaire qui se rajoute là pour le repêchage. OK. Après ça, la tournée des espoirs à Montréal. On a 3 jours là-bas. Après ça, on revient, je joue au Cap-Breton. Tu sais, t'as pas eu. C'est pas une année vraiment qui est comme les autres. Faut que tu y penses que c'est comme les autres, mais tu as tellement d'efforts à faire comme les autres années. Mais tu en as toujours un peu plus avec les entrevues, avec les appels téléphoniques en ligne, remplir des formulaires. Tu sais, c'est beaucoup de temps. Puis, mais ça a bien été pour moi, là.
Puis, une affaire qui m'intéresse beaucoup dans ce processus-là de l'année de repêchage, tu sais, les équipes dans la LHJMQ ne veulent pas, tu sais, c'est des organisations, faut qu'ils mettent du monde dans les arénas, faut qu'ils pensent à la victoire. Après ça, tu as le développement des individus, de l'homme derrière la visière, puis tu as le développement pour devenir un joueur de hockey pro. Tu sais, Louis Robitaille, à quel point il y a eu un impact là-dessus pour toi depuis son arrivée avec l'équipe? Incroyable. Ça a vraiment été un gros changement pour moi en tant qu'individu puis en tant que joueur de hockey. C'est vraiment, tu sais, en tant qu'individu en dehors de la glace, c'est plusieurs, tu sais, d'être toujours sur la coche. Il y a tout le temps, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui regarde. Puis ça, c'est vrai, j'ai réalisé l'année passée, il y a tout le temps quelqu'un qui regarde. Quand même que, mettons, il dit, il arrive bien en polo, pantalon propre. Puis, tu sais, ça m'est arrivé au début de l'année. Je suis arrivé avec un petit jogging Lululemon, avec un polo, je me suis les fait dire. Puis j'ai appris de ça. C'est apprendre puis continuer. Puis tu sais, c'est même chose sur la glace, c'est faire des erreurs. Là, en pratique, on pratique un drill qui, en situation de match, que j'ai fait une erreur. Fait que là, c'est me performer, m'améliorer. Fait que tu sais, c'est vraiment dans tout qui m'a vraiment changé, inspiré. Puis ça a été un vent de fraîcheur avec Louis. Là. Puis là, en plus, pendant la saison, tu avais un petit tannant en arrière qui te suivait avec sa caméra pour. Non, Ouais. c'est pas vrai, Alex. Non, je t'agace. Non, mais Alex, tu m'as parlé d'une anecdote de tournage que tu voulais nous partager, du tournage, évidemment, du documentaire avec Thomas. Je suis curieux de t'entendre sur cette anecdote-là. En fait, je veux la raconter, mais je l'ai racontée à personne, pas publiquement en tout cas, cette anecdote-là, mais je trouve que ça parle beaucoup de qui est Thomas comme personne. La journée de la deuxième ronde, les rondes 2 à 7, ça a été vraiment une grosse journée pour nous autres. À la LHMQ, évidemment, on a eu plusieurs joueurs repêchés. On s'occupe du day-to-day en même temps qu'on fait le repêchage, tout ça. Puis ça a vraiment été une journée qui, je vais dire ça comme ça, roulait carré. Là. Ça n'a pas été une journée, pas une journée facile au bureau. C'est bien le fun à faire, mais ça n'a pas. Il y a des affaires qui ont accroché, mettons. Je vais dire ça comme ça. Mais c'était vraiment le fun. Puis là, il me restait ma dernière étape de la journée, c'est faire mon entrevue avec Thomas. Thomas Lavoie pour je veux son entrevue à chaud après son repêchage. C'est pas celle qu'il a fait au podium. Je veux qu'on s'assoie ensemble puis qu'on parle de comment ça s'est passé puis qu'on vienne sur OK, comment tu as vécu les différentes étapes du draft. Puis c'est toujours une entrevue super importante parce que ça représente souvent le corps de la deuxième partie du documentaire. T'sais. Fait que c'est là vraiment où il raconte comment ça s'est passé dans sa tête. T'sais. Fait que c'est vraiment important. Et puis là, j'arrive chez lui, il me dit, je ne me souviens plus exactement l'heure, mais supposons que on fait l'entrevue à 7 heures. Puis l'autre chose qu'il faut que j'explique, c'est que quand on est avec la LHMQ, c'est facile parce que c'est un peu nous qui contrôlent, avec les équipes, le temps des joueurs. Mais quand ils sont repêchés dans la Ligue nationale, avec la Ligue nationale, c'est eux qui prennent le contrôle de cet événement-là. Puis là, nous, on perd complètement le contrôle. Fait que ça devient un peu compliqué. Puis les joueurs aussi, ils ont un horaire serré parce que, il y en a qui vont aller, il y en a qui ont des événements avec leur équipe, il y en a qui ont des soupers avec leur famille, etc. C'est le cas de Tom. Fait que j'arrive à 6h30 pour l'entrevue, presque une demi-heure avant. Puis je me rends compte que j'ai oublié 2 batteries de la caméra que j'avais besoin pour faire l'entrevue. Okay. Je retourne à la course chercher mes batteries. Je reviens, c'était pas bien loin, c'était à 1,5 km, mais je l'ai fait à la course dans le désert. Je pompais l'huile quand je suis revenu à l'hôtel. Là, j'arrive, je vous jure, je suis en sueur pour faire l'entrevue. J'ouvre la caméra, j'avais prêté ma caméra à quelqu'un, les settings sont toutes défaites, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis là je commence à avoir mon troc, comme on dit. Là. Puis là, je me retourne vers Tom, puis je dis, Tom, il est à quelle heure ton souper? Quand est-ce qu'il faut que je te libère? Puis Tom m'a répondu, Alex, prends le temps que tu as besoin, on arrivera en retard au souper. Puis, j'ai trouvé ça. Je ne suis même pas sûr que je te l'ai dit, Tom, là, que je t'en parle pour la première fois. Je me souviens un peu du moment, là, mais ça a comme. Ça en a tellement dit long sur cette personne-là parce que, il savait un peu aussi comme l'importance des ressources qu'on avait mis là-dedans aussi. Puis, je trouvais que ça parlait de dire, regarde, c'est pas grave, là, si on arrive 20 minutes en retard au souper, on fêtera 20 minutes de plus à la fin de la soirée. C'est un peu ça qui sous-entendait. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait fait, OK, garde, moi, il faut que je parte dans 15, puis on part dans 15. Puis, j'ai trouvé ça vraiment en classe de sa part. Puis, je trouvais vraiment, c'est tellement cohérent avec sa personnalité qui est une bonne personne, qui est hyper gentil. On en parle dans le documentaire. Son père, c'est un Joe Bontemps, puis c'est un peu ça, Thomas Lavoie. Puis, je trouvais que cette anecdote-là parlait tellement de qui il est comme
comme personne, un gars bien terre à terre, puis qui est pas pire au hockey en plus. Ouais, pas pire, pas pire. Mais c'est ce qui transcendait quand même dans le documentaire. On le voyait, même tes parents, Thomas, on voit que ça a l'air d'être des bonnes personnes. Puis on voit que la pomme n'a pas tombé loin de l'arbre non plus. Puis je suis curieux de savoir le fameux moment là, que tu as été sélectionné. Le moment où ce que tu entends dans la sphère Thomas Lavoie, le nom de Thomas Lavoie pour Utah. Pendant le documentaire, on a senti qu'au moment qu'Utah arrivait sur le board, tu étais comme confiant là, de sortir. Là, j'imagine qu'il y a eu des rencontres positives avec eux et tout. Fait que, c'était quoi ton sentiment par rapport à ça, d'être avec tes parents, vivre ce moment-là que tu projetais depuis que tu es tout jeune dans ton sous-sol? Là, ça a été comment vivre ça? Honnêtement, ça a été mémorable. C'est le mot qui me vient en tête, honnêtement. C'est une fois dans ta vie. Là. Tu te feras pas. Je me ferai pas repêcher encore là, parce qu'il n'y a pas d'autres lignes en haut. Là. Je suis rendu où je suis rendu parce que j'ai mis les efforts, les détails puis tout. Puis ça m'a tellement. Ça a été un résultat de, de voir mes dernières années au hockey depuis que je suis jeune. Un beau résultat qui est enfin arrivé de tout le travail derrière ça, de me faire repêcher cette journée-là par Utah. Ça m'a juste dit que je suis là pour une raison, puis les efforts que j'ai mis sont enfin accomplis. Puis Utah, oui, honnêtement, je les voyais arriver vite sur le board. Ça descendait 86, 87, 88. Puis au 89e rang, c'était Utah. Je me suis retourné vers ma famille, puis j'avais un bon feeling parce que j'avais eu des bonnes rencontres tout au long de l'année avec le scout. Il y en a un des scouts qui vient des Maritimes. Ça a tout le temps été des bonnes discussions en meeting aussi à Buffalo Combine. Ça a été très bien avec eux. Fait que je le savais là, que je m'en venais. Puis honnêtement, si c'était pas moi, le 89, j'aurais pas été déçu. Là. J'aurais attendu pour la prochaine équipe. Mais Utah, je suis vraiment content. Je suis tombé dans une très bonne équipe. Un nouveau propriétaire qui a l'air être très investi avec l'équipe. Fait que non, je suis vraiment content d'avoir abouti à Utah. Là. On l'a pas mis dans le documentaire parce qu'à un moment donné, tu fais des choix, là, mais t'es-tu game de dire c'est qui le premier joueur à qui t'as pensé? On l'a pas mis, mais oui, Non, je l'avais pas mis, oui. j'avais pas mis. Si tu fais des choix, à un moment donné, tu fais des choix éditoriaux, là, mais peut-être qu'on peut le révéler. C'est qui le premier joueur qui t'a popé dans la tête quand tu as été drafté par Utah? Ben, ça a été mon coéquipier ici au Cap-Breton, qui a été aussi mon capitaine pour une moitié de saison. Ça a été Jérémy Langlois, qui était repêché par les Coyotes de l'Arizona 2 ans avant, troisième ronde à Montréal. J'étais à ce draft-là pour la première ronde. Fait que ça m'a tout de suite popé en tête. Je me suis dit, crime, on va rejoindre Jérémy Langlois. J'ai même pas, tu sais, ça a tellement été vite dans ma tête que j'ai pensé à lui puis que j'ai même pas pensé à ma famille avant. Je me sentais mal. Là. Il pense pas à couler, il pense pas à toutes les vedettes de l'équipe. Hein? Mon chum Langlois. La vérité, c'est que sur la chaise, il a quand même dit qu'il a pensé à ses parents assez rapidement, mais c'est juste qu'il disait que c'est l'équipe de Jérémy Langlois. C'est comme une des premières choses qui lui a passé par la tête. Peut-être qu'on aurait dû le mettre, je sais pas. Le premier je fais des choix à un moment donné, mais en tout cas, vous êtes les seuls à savoir que ça aurait pu être là et que c'est pas là. Puis je veux savoir aussi, tu parlais 89e rang, puis que de mettre pas des mauvaises performances, mais des mauvaises statistiques en arrière, c'était vraiment facilement pour toi. Donc, tu as été repêché le 4e de la LHJMQ. Les 3 gars qui étaient en avant de toi, c'est-à-dire Gill, Massé et Bernier, ont été repêchés après toi en 2022 dans la JMQ. C'est quoi ton sentiment? C'est une petite rivalité dans ta tête que pour le regarder faire ou bien c'est juste un chiffre, c'est un chiffre, on s'en fout? Honnêtement, tu sais, ça n'a pas été vraiment une rivalité, puis ça ne sera pas une rivalité. Ouais. Je suis content pour eux, c'est arrivé. Moi, j'ai eu mon moment pour la LHMQ de sortir avant eux, mais là, eux autres sont au plus gros niveau avant moi. Tu sais, félicitations à eux, chapeau. Honnêtement, c'est juste un numéro. Tu peux en nommer des exemples là, de choix de 4, 5, 6, 7 qui perdent au hockey. Fait que, tu sais, moi, c'est juste un chiffre, c'est qu'est-ce que tu fais après ton draft. Si tu te pognes les bottines, puis moi, je me pogne pas les bottines, ben, je vais passer avant. Puis ça dépend toujours du développement aussi. Tu sais, moi, je suis tombé peut-être ma première année aussi au Cap-Breton. Il y a peut-être des recruteurs qui n'ont pas aimé ça, pensaient peut-être à plus, deuxième année. Tu sais. Il y a plusieurs détails, mais là, je suis focus sur moi. Puis je suis tombé au 89, je suis tombé là pour une raison. Puis le travail commence pour de vrai. Là. Yes.
Puis à part Utah, j'imagine qu'il y avait d'autres équipes qui étaient intéressées. Je pense que le sujet avait été frôlé dans le documentaire aussi. Y a-tu des équipes en particulier qui t'ont impressionné dans les rencontres avec eux au Combine? On pense souvent que les choix de premier tour, c'est eux qui sont le plus occupés, puis que les plus grosses entrevues, puis tout. Puis tu sais, dans les listes majoritairement, c'était peut-être pas ton cas d'être projeté en première ronde. Fait que tu sais, pour un choix qu'on dit dans le jargon un petit peu plus tardif, ça ressemble à quoi premièrement, les équipes qui t'ont impressionné, mais aussi, ça ressemble à quoi les rencontres typiques qu'on peut avoir au Combine, exemple? Honnêtement, tu l'as dit, là, les choix de première ronde, ils n'ont pas toutes beaucoup d'entrevues. Là. Je me souviens, Macklin Celebrini, je pense qu'il a rencontré 3 équipes, puis il a été soupé honnêtement 2 fois avec San Jose, je pense, dans la même semaine. Fait que lui, d'après moi, ça a été une longue semaine pour lui à l'hôtel à rien faire, puis juste faire ça. Tu sais? Mais je pense à un gars que moi, j'ai pu partager ma chambre avec Maxime Moncé au Combine toute la semaine. Je pense qu'il y a eu 30 entrevues, 29 ou 30 31, entrevues. 31 entrevues, si je me souviens 31. bien. Fait que, tu sais, moi, je pense à lui, je suis comme crime, il n'y a pas grand break. Moi, j'en ai eu, de mémoire, je pense que j'en avais eu 17. Puis même moi, j'avais trouvé ça comme, OK, j'en ai beaucoup. Mais lui, 31, tu sais, ça n'arrêtait pas. Honnêtement, il y a eu beaucoup de belles rencontres. Puis honnêtement, mon coup de cœur, ça a été Colorado. Honnêtement, je suis arrivé là. Il y avait 5 feuilles blanches sur la table. Fallait que j'y pige les 5. Fait qu'il me dit, tu peux commencer n'importe où. Fait que là, il me dit, OK, j'en pogne une. Première, ça me dit une question, comment tu ferais pour arrêter Nathan McKinnon en 1 contre 1? Fait que là, j'explique ma réponse. La deuxième question sur la feuille, c'est comment tu ferais pour déjouer Karl McCarr? J'explique ma réponse encore. Puis là, troisième question sur la même feuille, c'est pour un joueur comme Andrew Cogliano, que ça fait longtemps qu'il est avec nous autres, qui n'aurait peut-être pas gagné la Coupe Stanley, comment tu ferais pour l'amener à gagner une Coupe Stanley? Fait que j'explique ma réponse. Tosse la première feuille. Deuxième feuille, je sors. Tu sais, le jeu que tu joues, là, les genres de pichenots, faut que tu passes dans le trou, c'est genre des petites pucks, là. Ouais. Fallait que je joue une game de ça contre n'importe qui dans la salle. Fait que là, je prends quelqu'un, je joue, je me suis fait battre. Ça n'a pas été long, là. Ça a l'air d'être des professionnels, là. Dans leur temps libre, d'après moi, ils font ça, là. Hein? Tu choisis Joe Sakic? Ouais, c'est Non, ça. il n'était pas là, Joe Sakic, mais je me souviens plus qui a choisi, mais d'après moi, dans leur temps libre, parce que tout le monde que j'ai parlé, il n'y en a pas un qui a gagné. D'après moi, ça joue des tournois au Colorado de The Pishnot Tourney. Après ça, puis j'ai une autre feuille, d'autres questions. Puis là, il y en a un autre, c'est comme t'as 3 tours, mettons, puis faut que tu mettes ta première tour, faut que tu la mettes dans le troisième tour avec t'as un petit cercle, un moyen cercle, puis un gros cercle, tout en bougeant ça. Puis tu as 60 secondes pour le faire, puis un autre jeu qu'il faut que tu rentres des genres de vis le plus vite possible. Fait que honnêtement, ça a été vraiment le fun avec eux, puis ça a été vraiment de parler genre de ta saison. Ça n'a pas été lourd, mais ça a été le fun, puis enrichissant, honnêtement. OK, c'est intéressant. J'aurais jamais pensé qu'un tournoi de Pichenot aurait fait partie des, Moi, des la première fois que critères. j'entends ça, Ouais, ben, j'ai fait le saut, honnêtement, je suis arrivé là, puis quand j'ai pigé ça, puis ils ont sorti le jeu, j'ai fait, je suis sûr que je suis dans une entrevue, moi, là, ou, tu sais, Tu sais, je honnêtement, pose une là, fois la question, là. à chaque année, là, on a le classique, là, c'est quoi les questions que les équipes te posent, mais ça, je pense que c'est la meilleure anecdote que j'ai entendue Assurément. de l'histoire des entrevues. Tu as répondu quoi à McKinnon pour le fun? T'as-tu dit je chie ses bâtons avant la game, puis sans qu'il s'en rende compte, puis après ça, je tape dessus? J'en se taper une Ben, main tu sais, j'aurais pu répondre, tu sais, j'ai une personnalité, j'aime ça avoir du fun, puis j'aime ça de niaiser des fois, mais je suis resté sérieux dans cette question-là, parce que j'aurais pu répondre quelque chose de même, puis d'après moi, je faisais pas bonne figure, là. C'est pour ça que toi, t'es là, puis pas moi. C'est ça. Toi, t'aurais dit vraiment de chier les bâtons, là. Moi, j'aurais dit je sais pas patiner, qu'est-ce que je fais ici? Fait que tu mentionnais tout à l'heure que tu as passé une semaine avec Utah, Thomas, pour, j'imagine, c'est le camp de développement que tu es allé, dans le fond. C'est quoi l'ambiance, dans le fond, dans un camp de développement d'une nouvelle équipe? Oui, l'équipe existait en Arizona, mais là, c'est une nouvelles installations. C'est comme ça doit être en rodage un peu là-bas. Comment ça s'est passé, ta semaine là-bas? Finalement, ça s'est bien passé. Moi, c'était ma première année, tu sais, je savais pas à quoi m'attendre puis tout. Puis les vétérans qui étaient là, que ça fait 1 ou 2 ans, comme l'amoureux, j'ai passé la semaine avec Maverick.
Là, il connaissait les gars des années passées, puis ça faisait 1 an ou 2 ans, puis tu sais, le camp des recrues, puis tout. Eux autres, ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient, mais moi, je suis arrivé là première année avec mon coéquipier Jacob Newcombe aussi qui avait été invité, qui d'ailleurs va venir avec moi au camp des recrues. On part dans une Cool. semaine au Utah. Honnêtement, ça a été exceptionnel la première semaine. On restait sur des genres de chalets qui étaient sur un golf à Park City. C'était à 25 minutes de la ville, en montagne. Je pense qu'on était à 6000 pieds d'altitude. Fait que les premières journées, les warm-up d'embarquer sur la glace, puis tout, je cherchais mon oxygène parce que Ben oui, j'imagine. être en altitude, c'est pas facile. Puis après, tu sais, c'était des journées chargées. Tu sais, tu te lèves à 6h30, déjeuner à 7h, 7h30, on s'en va à l'aréna. Ça a été des rencontres toute la semaine par rapport à comment gérer ton argent, l'aspect mental, d'autres affaires, la nutrition. Puis après ça, tu avais toujours un entraînement, une pratique. Après ça, on a joué une game à la fin de la semaine. Puis on a vraiment été gâtés, honnêtement. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais quand on restait dans les chalets, on avait notre propre chambre tout seul avec un leaking, une grosse salle de bain, un gros salon. Puis sur notre deck, à l'extérieur, on avait un spa. Tu sais. Moi, je vivais le rêve, honnêtement. C'était ma première semaine. Puis ça me pousse, honnêtement. Tu sais, les gars dans la Ligue nationale, ils vivent ça à l'année longue. Fait que moi, ça me pousse, honnêtement, à juste travailler, puis à avoir ça, puis à être bien après. Là. Mais Jacob Newcombe, là, quand il a appris la nouvelle, il devait capoter. Je ne sais pas si vous le savez, les gars, mais Jacob Newcombe, il s'est battu contre le cancer cette année. Il a Oui, manqué c'est une un ancien des Sags. Je l'ai suivi pas mal Ben aussi. oui, C'est un exact, c'est guerrier, un ce ancien des gars-là. Sags. Il a fait son retour au jeu contre les Sags, d'ailleurs. Ouais, c'était malade. C'était super émotif. Il y a eu une saison un peu folle parce que d'un, il apprend qu'il a le cancer, il est obligé d'arrêter de jouer, revient au jeu, là, se rend jusqu'en demi-finale avec Cabreton, puis il se retrouve dans un camp d'entraînement à la Ligue nationale. C'est malade comme histoire. Ah ouais. Sans rajouter sur Jacob Newcombe, honnêtement, moi, première année, il est arrivé à la moitié de l'année dans un échange avec Chicoutimi. Cabreton et Chicoutimi, ils aiment beaucoup ça, les échanges. Là. Yannick Jean et Sylvain Couturier, là, ils aiment beaucoup ça. Mais honnêtement, moi, cette année, Pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de trades dans les deux équipes cette année, par contre. Ouais, peut-être pas. Je penserais pas. Mais continuer avec Newcombe, honnêtement, cette année, moi, je me suis rapproché de lui. J'ai vraiment aimé, j'aime sa personne. Toute l'année, ça a été mon roommate, sa route. On s'est rapproché aussi en dehors de la glace, ici à la maison, pas toujours à l'hôtel. Que là, il se fasse inviter avec moi à Newcombe, au Utah, ça a été un plus. On a passé la semaine ensemble. Là, on retourne au camp des recrues. Tu sais, je me suis vraiment rapproché, puis c'était tellement une bonne personne, là, Jacob Newcombe. Il est calme, pas de stress, puis dans les séries, c'est plate à dire, mais il a vraiment fait mal à Chicoutimi. Là. Lui et Squires ont pas mal contrôlé la série aux deux avec Nicolas Ruccia. Puis, tu sais, ça a vraiment été un joueur clé pour nous là, dans toutes les séries. Ouais, c'était un bon petit atout, mettons, pour le Cabreton. Puis à la fin du camp, est-ce qu'ils te disent sur quoi travailler? C'est quoi la fermeture du camp, en fond, avec Utah? Oui, après la game du vendredi soir, avant qu'on repart, ils nous racontent tout individuel. Puis ils nous disent, mettons, mes points améliorés dans le gym parce qu'on a fait des tests physiques. Mes points améliorés, mettons, sur la glace. Tu sais, c'est vraiment continuer à s'améliorer pour être prête pour le camp des recrues, puis arriver, puis montrer que tu t'as pas rien fait de l'été, puis que tu es prête à montrer encore plus. Une petite dernière pour la route, Thomas, concernant la saison 2024-2025. C'est ta troisième, on l'a dit tout à l'heure, c'est ta troisième campagne dans la LHJMQ. Quand tu es arrivé au Cap-Breton, l'équipe était quand même en début de cycle. L'an dernier, vous avez fait un bon bout de chemin quand même en série. Les attentes cette année pour l'équipe, puis les attentes aussi pour Thomas Lavoie individuellement. Oui. Comme tu as dit, moi, première année, c'était un implant de la reconstruction. J'allais faire partie de la reconstruction. Deuxième année, on a bâti l'année passée beaucoup. Puis je pense qu'il n'y a personne qui aurait cru en nous qu'on se rende en demi-finale, mais nous autres, on y a cru jusqu'à la fin. Cette année, troisième saison, honnêtement, les objectifs d'équipe, c'est de bâtir sur ce qu'on a fait l'année passée. Notre slogan cette année, c'est. Je me souviens pas du par cœur, mais c'est une affaire comme Need to get the job done. On a fait le bout de chemin l'année passée. Nous autres, on est beaucoup de vétérans qui sont revenus. On sait ça prend quoi pour se rendre jusqu'au bout. Objectif personnel, honnêtement, c'est
Honnêtement, c'est d'avoir une bonne saison. Je pense que c'est le temps, troisième saison, que je sois un peu plus reconnu dans la ligue comme étant un bon défenseur défensif à jouer, qui est dur à jouer contre. Tu sais, les 2 premières saisons, ça n'a pas été vraiment le cas. Puis honnêtement, tu sais, cette année ou l'année prochaine, moi, c'est signer mon contrat d'entrée. Honnêtement, je vais travailler beaucoup là-dessus. Tu sais, je vais pas changer ma personnalité si je signe, puis je vais pas changer parce que je signe pas. C'est vraiment de signer, puis après ça, ça va bien aller, là. Ouais, puis tu sais, on a vu les séries cette année dans le national de hockey. Les gros défenseurs qui sont robustes, qui sortent la puck, puis qui sont défensifs, c'est vraiment important. Puis t'as dit, tu joues ton année de 18 ans cette année. Ça va être la 3e saison que t'es sa première paire d'une équipe junior majeure. C'est quand même pas rien, là. Fait que je pense que niveau objectif, je pense que tu peux aller au niveau de la reconnaissance. Là, je pense que c'est pas mal ça qui va se passer cette année. Merci. Yes. Thomas, un gros merci d'être venu sur le podcast. Alex, de même, merci énormément d'être venu avec nous sur le podcast. Pour ceux qui n'ont pas regardé le documentaire, il est accessible sur la chaîne YouTube de la LHJMQ, documentaire qui suit dans les coulisses du repêchage de Thomas Lavoie pour l'équipe de Utah dans la Ligue nationale. Alex nous expliquait qu'il va en avoir un autre avec Spencer Gill autour du temps des fêtes probablement. Fait que surveillez les réseaux sociaux de la LHJMQ. Thomas, on va te souhaiter une très bonne saison avec les Eagles cette année. On va espérer que cette fois, les Sags encore se fassent sortir, hein, Pascal? Je te watch. Ouais, Matt, c'est un gars de Québec. Ouais, nous, à Québec, on est sûr de ne pas être dans le portrait. Là, fait que, vous avez eu vos coupes. Oui, c'est ça. On a eu il y a 2 ans, Québec. Exact. Donc, félicitations encore pour le repêchage, Thomas, puis merci d'être passé sur le podcast. Merci à vous, les gars. Merci, les gars. Continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous, Pascal, on va continuer avec le top 50 des meilleurs espoirs de la Ligue nationale de hockey. Si tu veux, on peut prendre quelques minutes pour revenir sur l'entrevue. Honnêtement, chic type, Thomas Lavoie. Très impressionné. C'était vraiment agréable comme discussion. On était censé l'avoir pour 15-20 minutes. On l'a eu pour 40. Fait que... Ouais. Puis c'était vraiment une discussion, tu sais, comme on fait souvent, le monde le savent là, tu sais, on fait beaucoup d'improvisation dans nos podcasts, tu sais, on connaît notre sujet pour les espoirs et tout. Des fois, on se fait une petite ligne directrice, là, mais tu sais, Matt, je ne m'inclurai pas là-dedans, c'est Matt qui est le grand Manitou de ça. Puis pour l'entrevue, on s'est pas fait une liste de questions, tu sais, c'est vraiment, on est allé avec les informations qu'il nous donnait, puis tu vois qu'il est à l'aise. J'ai interviewé Ethan Gauthier, il y a 2 saisons, lui, c'est la même chose. Là. C'est des gars hyper pas talentueux avec la caméra, mais très à l'aise, avec une bonne tête, fait que, ils sont préparés, c'est beau à voir aller. Yes, donc on va suivre assurément la saison à Thomas pour la saison 2024-2025. Avant de passer pour le top 50 des meilleurs espoirs de la Ligue nationale, je rappelle à ceux qui écoutent sur les plateformes publiques, cette portion du podcast-là est exclusive aux membres Patreon. Donc, si vous voulez vous abonner au Patreon, les forfaits sont à partir de 2$ par mois, puis vous avez accès à cette série de podcasts-là du top 50. Donc, ceux qui nous écoutent en direct sur Patreon présentement, quand le jingle va partir, restez des nôtres. On va poursuivre l'épisode avec les rangs 20 à 11.